On a longtemps testé de se positionner un petit peu plus haut avec des ads méta, sans grand succès jusqu'à aujourd'hui. Même si on faisait la meilleure ads sur méta, si ton lave-vaisselle n'est pas en panne, c'est pas forcément ça qui va te déclencher l'envie d'en acheter un. On a commencé à lire que ce qui comptait, c'était évidemment d'afficher un gros chiffre. Et donc on a fait le test d'afficher plutôt économiser 120 € plutôt que le moins 20%. Et on a fait 22% de conversion incrémentale. On a vu beaucoup de gens avec leur vision personnelle qui étaient en fait ça marchera pas à le reconditionner. Le neuf c'est super bien, le marché est pas assez large, etc. En fait, tant que t'as pas lancé, tu sais pas. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est des millions d'euros de chiffre d'affaires en vendant du reconditionné. Donc il y a un marché, il y a une envie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui avec Mathieu Mort, un des cofondateurs d'Underdog. Salut Mathieu. Salut Simon. Bienvenue dans le Shop de Titan, notre podcast consacré au e-commerce et à Shopify. On va aborder plein de sujets. On va évidemment te demander de présenter Underdog. On va parler de e-commerce, d'IA beaucoup. Et on conclura avec des questions un peu plus stratégiques, conseils que tu pourras nous donner, et puis des questions aussi un peu plus légères pour finir. Première question assez classique. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Génial. Bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis hyper content d'être là pour parler d'Underdog et de e-commerce. Donc moi, c'est Mathieu Mort. Je suis un des 3 cofondateurs d'Underdog. Avant Underdog, j'ai eu un parcours plutôt, je sais pas si c'est plutôt classique, mais j'ai 5 ans chez Uber, j'ai vu ça. Voilà, j'ai fait une école de commerce. J'ai passé 3 ans en conseil en stratégie. Et j'avais envie d'aller dans le concret, dans la tech. Donc j'ai passé 6 ans chez Uber. D'abord, pendant 3 ans chez Uber, en charge des opérations. Donc plutôt la partie chauffeur, lancement de ville et tous les process. On ne parlait pas de grosse marketing à l'époque, mais on travaillait sur le funnel chauffeur. Voilà. Et ensuite 3 ans à la tête du marketing pour Uber Eats, d'abord pour la France et pour l'Europe. Et puis ensuite, au moment du Covid, j'ai accompagné quelques startups. J'ai envie de retrouver mon propre projet. Et c'est là que l'idée d'Underdog est née. Ok. Donc Underdog, nous, on est reconditionneur de gros électroménagers. C'est-à-dire qu'on récupère de l'électroménager non fonctionnel, défectueux, du déchet. Donc je pourrais parler un peu d'où viennent nos machines. Carrément. On les reconditionne dans notre centre de reconditionnement. Actuellement, on en a un qui est à Nantes. C'est nos techniciens qui sont formés pour la majorité chez nous, qui réparent les machines. Ensuite, on les nettoie, on les prend en photo et on les met en vente sur notre site. Et donc, la genèse du projet, c'est la découverte que en France, il y a à peu près tous les ans 15 millions d'appareils de gros électroménagers qui sont vendus tous les ans. Quand on parle du gros électroménager, c'est lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, frigo, four, etc. Il y en a 15 millions qui sont achetés tous les ans en France et ça, c'est stable depuis plus de 20 ans. Et il y en a 10 millions qui sont jetés, dont une grosse partie fonctionnelle. Pendant des années, la solution à tout, c'était le recyclage. Mais cette aberration écologique et économique, elle nous a frappés, elle nous a donné envie de faire quelque chose. Et on voit beaucoup de marchés où le reconditionné est en train de devenir la norme. Évidemment, on ne se pose même pas la question sur une voiture, on ne parle pas de reconditionner, on achète de l'occasion. Il y a des personnes qui les reconditionnent, c'est comme Aramis. On pense évidemment aux smartphones maintenant, où Back Market fait un travail incroyable pour rendre le reconditionné cool. Cette année, c'est 25% des smartphones achetés en France qui sont des smartphones reconditionnés, donc la croissance est complètement dingue, alors que c'était presque inexistant il y a 10 ans. C'est le cas de ce téléphone, par exemple. Eh ben bravo. Mais sur le gros électroménager, il n'y a rien. C'est un marché qui est assez différent du smartphone parce qu'on ne peut pas mettre un lave-linge dans une enveloppe. Donc ça veut dire que le reconditionnement, il doit être local. Et donc voilà, en plus de l'aberration écologique et économique, parce qu'on rachète des machines alors qu'il y en a qui sont fonctionnelles, on voit une grosse opportunité de marché avec le reconditionné dont on pense qu'il va devenir la norme. Et du coup, j'ai plein de questions qui viennent et qui vont complètement casser la logique de mon interview, mais c'est pas grave. Mais sinon, j'ai trop peur d'oublier. La première, c'est que tu disais que le reconditionnement il doit être au niveau local. Tu étais en train de me dire que votre usine de reconditionnement elle est à Nantes. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quelqu'un qui va commander depuis Marseille, il ne peut pas se faire livrer actuellement et vous êtes obligé d'ouvrir demain un entrepôt à côté de Marseille ? Ou vous les livrez quand même ? Non, on livre partout en France. En fait, notre constat au début, c'est que l'achat du reconditionné, il ne doit pas se faire au rabais par rapport à l'expérience du neuf. Donc dès le début, on a voulu prendre les standards du neuf sur ce qui comptait, c'est-à-dire des produits livrés partout en France, installés, un SAV fait par nos équipes, une garantie 2 ans sur tous les produits. Donc ça, c'est tous les standards du neuf.
30 à 35% en moyenne de moins cher que le neuf. Et à côté de ça, un lave-linge reconditionné, c'est à peu près 300 kg de CO2 qui sont économisés par rapport à un lave-linge neuf. Et dans cette équation, le transport, en fait, il est assez minime. Ce qui compte vraiment, c'est l'extraction de matières premières et tout le déchet que ça génère. Donc, on livre partout en France. Aujourd'hui, à Nantes, on a un centre de reconditionnement qui fait 2700 m². On est 65, donc 35 techniciens et une quinzaine d'opérateurs pour toutes les opérations dont je pourrais parler. Et on travaille sur l'ouverture de notre deuxième centre de reconditionnement. L'aspect local, autant sur le smartphone reconditionné, il y a beaucoup de smartphones ils sont initialement, pour la grande majorité, fabriqués en Asie. Et il y a beaucoup d'iPhones qui font le tour du monde, ou de smartphones en général, qui sont vendus aux US, qui sont rapatriés en Europe, qui peuvent être reconditionnés dans les pays de l'Est et puis revendus en France. Et donc ça, c'est très bien parce que ça évite du déchet, mais sur le lave-linge, c'est impossible. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la crise géopolitique et économique qui s'annonce, en fait, on crée aussi des emplois qui sont non délocalisables parce qu'on ne pourra pas reconditionner des lave-linges en Chine pour pouvoir les vendre en France à cause du coût logistique. C'est hyper intéressant. Donc on le disait, l'entreprise est hyper jeune. On parlait tout à l'heure de votre croissance qui est assez impressionnante. Tu nous diras tout à l'heure si tu veux parler de chiffres. Mais dès le début, comment vous êtes dit, en fait, ok, on sait qu'il y a un modèle et on peut aller assez vite sur ce modèle-là parce qu'en effet, c'est toute une mise en place logistique qui est très compliquée. J'ose même pas imaginer ce que ça implique. Pourtant, vous y arrivez vraiment en très peu de temps sur quelque chose qui, j'imagine, au début, on vous a dit, vous y arriverez pas. Donc, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. C'est quel était votre plan de bataille au départ, tout en sachant, j'imagine, que vous saviez que ça allait être très compliqué. Et le deuxième élément, c'est est-ce que vous aviez un exemple déjà à l'étranger peut-être qui fonctionnait, où vous vous êtes dit, ok, il y a un marché parce qu'on sait que ça a déjà fonctionné à l'étranger, ou est-ce que vous êtes précurseur sur le sujet dans le monde? Alors, sur le premier point, sur le plan, nous, notre vision... Donc, pourquoi est-ce qu'il y a peu de gros électroménagers reconditionnés vendus en France? C'est principalement parce qu'il y a très peu d'offres. C'est assez technique, le reconditionnement de gros électroménagers. Il y a beaucoup de produits différents. Quand on pense à un iPhone, par exemple, en fait, il existe quelques dizaines de modèles qui existent d'iPhone. Effectivement, il y a des différences de couleurs, etc. Mais ça reste plutôt les mêmes composants. Il y a peu de références. Nous, là, en France, sur les 15 dernières années, il y a à peu près 60 000 modèles d'électroménagers qui ont été commercialisés. Ils peuvent partager des pièces, mais dans l'ensemble, c'est beaucoup de produits uniques. Donc ça rajoute de la complexité. Donc nous, notre approche, ça a été de dire, en fait, il faut qu'il y ait une offre. Et la valeur, elle réside dans celui qui va faire les choses difficiles, c'est-à-dire le reconditionnement. Et on aurait pu se positionner comme étant simplement un maillon de la chaîne, le maillon qui va reconditionner en mode service. On a abordé ce marché avec plus d'ambition, qui était d'être full stack, si on peut dire ça, du sourcing, le reconditionnement et la vente. Et quand on pense aux smartphones reconditionnés, par exemple, il y a des distributeurs ou marketplaces comme Back Market, comme Darty, comme Fnac, mais qui ne reconditionnent pas eux-mêmes. Il y a des personnes qui font le reconditionnement, il y a des personnes qui travaillent sur la pro. Il y en a quelques-uns qui font toute la chaîne, mais ils sont plutôt minoritaires. Et le marché est tellement structuré aujourd'hui qu'il y a des gens qui arrivent à créer des gros business juste en étant sur une partie. Nous, on y allait avec plus d'ambition. C'était aussi la thèse d'investissement des personnes qui ont cru en nous et qui ont investi dans l'entreprise au début. Ok, très cool. Et du coup, sur la question de est-ce qu'il y avait des modèles un peu que vous aviez spotés à l'étranger, vous en avez repéré? En fait, on voyait plusieurs catégories qui avançaient et qui naissaient. Évidemment, le smartphone, c'est l'exemple que tout le monde a en tête. Puis il y a tout le multimédia, parce qu'il y a les ordinateurs, il y a les télés. On voyait aussi que ça arrivait sur les vélos électriques. Et il n'y avait pas d'exemple exact. Je pense qu'il y a une sensibilité écologique en France qui est plutôt forte. Et donc, nous, ça nous a parlé. Il y a toujours des petits réparateurs, mais il y avait personne qui, jusqu'à aujourd'hui, le faisait à l'échelle et à l'ambition qu'on le fait aujourd'hui. Ok, ça marche. Parce que je te pose la question, je pensais aussi potentiellement à l'Allemagne, parce que je sais qu'ils sont sensibles aussi à ce genre de sujet, donc c'est peut-être un marché que vous pensez peut-être adresser bientôt, que vous peut-être vous adressez déjà, je sais pas. Non. Pour l'instant, on vend juste en France, notamment pour les questions de coûts et de logistique. Ouais, j'imagine. Mais c'est vrai que l'Allemagne, ce serait un marché hyper intéressant à aller creuser. Ils ont en plus des très belles marques d'électroménagers. Oui, c'est vrai.
Alors j'espère que je l'ai pas déjà posé, mais est-ce qu'il y a une question à laquelle tu en as marre de répondre? Alors la question que j'ai tout le temps quand je raconte ce qu'on fait, c'est ah mais vous êtes comme Back Market mais pour les lave-linges. Et en fait, j'adore Back Market, c'est génial, c'est une marque de dingue, c'est une expérience client top, on passe du temps sur leur site à analyser. Mais nous on fait quelque chose de fondamentalement différent, c'est qu'on répare. Ouais. Et donc on reconditionne et on n'est pas seulement distributeur. Pour revenir à ta question tout à l'heure, en fait sur le plan ça nécessite de faire plusieurs métiers. Ouais. Il y a le métier du sourcing, il y a le métier de toutes les opérations, de la réception, le reconditionnement, le nettoyage, la photo, l'expédition également, donc toute cette partie logistique, et la partie de vente. Et donc il faut faire ces 3 métiers en même temps, et c'est ça qui est évidemment un challenge au quotidien. Ah ouais, complètement, parce que, en effet, pour que les gens comprennent bien, c'est ce que tu disais, c'est que Back Market, c'est juste une plateforme qui vient proposer des smartphones qui sont faits par des reconditionneurs, alors que vous faites tout, quoi, de A à Z. Donc, ok, merci. J'ai pas posé exactement cette question-là, donc ça tombe bien. Mais j'adore, je précise que j'adore Back Market, je trouve ça absolument génial ce qu'ils font. Et dans un sens, ils nous aident. Ils aident tout le reconditionné en rendant l'acte d'achat reconditionné cool avec une image de marque canon, des campagnes. Ouais, ils font beaucoup de pédagogie là-dessus. Et en effet, typiquement, je te présentais mon smartphone, mais il vient de là-bas. Je crois que les 2 smartphones qui nous filment aussi. On va parler de e-commerce évidemment, puisqu'on est là pour ça. Ma première question, ça rebondit sur des choses qu'on a pu voir avant cette interview et que tu avais vu aussi avec Alan au téléphone. C'est la difficulté de mettre en avant des produits qui sont uniques. Vous n'avez pas forcément de best-seller, même si vous avez des produits qui reviennent, on l'a vu tout à l'heure, vous avez plusieurs avis clients, etc. Comment vous gérez ça? Et ma question sous-jacente, même si je ne sais pas si ça va intéresser tout le monde, mais c'est comment vous arrivez à rentabiliser ça, sachant que vous avez un nouveau produit, tu l'as dit, faire les photos, etc. Comment vous arrivez à trouver aussi les pièces? Parce que tu l'as dit, il peut y avoir des pièces uniques d'un modèle à un autre. Enfin, c'est une question un peu générale et ça pourrait durer très longtemps, mais comment t'expliques comment vous arrivez à gérer cette partie de produits uniques en permanence, et notamment au niveau du e-commerce et de la mise en avant des produits? Ouais, on peut parler pendant très longtemps des opérations et de ce que ça implique. Il y a un gros sujet, on parle juste du e-commerce après, mais de partage de la connaissance, parce qu'on a des techniciens expérimentés dans l'équipe qui font ça depuis 5, 10, 20, 30 ans. Mais on a aussi beaucoup de personnes conformes. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à leur expliquer que le lave-linge Bosch de cette gamme, en fait, il peut avoir en général plutôt ce type de panne. Et donc de collecter ces informations, ce knowledge et de le partager. L'accès aux pièces détachées, c'est évidemment un sujet. En général, on trouve. En général, c'est rapide. En général, c'est cher. Donc on investit pas mal d'argent dans les pièces détachées pour mettre des pièces neuves lorsqu'il y en a besoin, pour changer toutes les pièces d'usure, toutes ces pièces qui vont s'abîmer quand c'est trop abîmé, pour que l'appareil reparte comme neuf avec le même niveau de durée de vie. Mais qui dit modèle unique, ça veut dire qu'on n'a pas un produit qui représente 5, 10, 20, 30% de nos ventes. Ça nous fait rêver quand on pense à certains business qui disent en fait ça, j'ai telle campagne, j'ai bossé ma fiche produit, elle est parfaite. On peut avoir une fiche par produit quasiment. Et à nous, il faut qu'on pense scale dans tout ce qu'on fait. Donc ça nous a forcé dès le début à faire des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour des sites, c'est-à-dire standardiser des fiches produits, standardiser la collecte d'informations, standardiser tous les flux produits, que ce soit vers Google Shopping, vers Shopify, et la mise à jour. Donc ça a nécessité pas mal de travail en termes de tech pour avoir cet équilibre-là. Et donc pour donner un exemple, le produit qu'on a le plus vendu, on l'a vendu, c'est moins de 0,5% de nos ventes. Donc on n'a pas vraiment cette notion de best-seller. Et surtout, je sais pas, le produit qu'on a le plus vendu, je crois que c'est un frigo qu'on a vendu bientôt 100 fois. Mais en fait, chaque produit, il est quand même unique. Chaque produit, on l'a quand même pris en photo. Chaque produit, on a défini ses défauts avec cette optique de transparence et de mettre une expérience client qui était canon. Donc, c'est-à-dire qu'on a standardisé la prise de photos. Dans quel angle est-ce qu'on les prend? On a de la retouche par IA automatisée. On a toute notre base de données avec des fiches techniques produits qui viennent être attachées pour pouvoir générer ces fiches produits. Et donc ce produit-là, il avait 100, si on parle du spécifique Shopify, il avait 100 pages produits. En termes de SEO, maintenant on les groupe. Ça, c'est un projet qu'on a mené. Donc ça, c'était un challenge. C'est un challenge sur le site pour la recommandation client, pour la gestion du pricing également.
Mais c'est aussi un challenge en termes d'acquisition, puisque on a des pages produits qui naissent et qui meurent. Un produit, il a un stock de 1 ou de 0 chez nous, c'est littéralement binaire. Mais si tu parlais des fiches produits, si tu arrives à les sur un modèle, maintenant tu les cumules, c'est-à-dire qu'une fiche produit pour un modèle, même s'il n'est pas tout le temps présent sur le site, vous réutilisez cette fiche produit pour le prochain qui est exactement le même modèle, on est d'accord. Vous pouvez vous servir de ça pour cumuler de la data un peu quand même, pour réactiver des ads, etc. maintenant, ou vous n'y arrivez pas du tout, c'est vraiment de la... Vous pouvez pas capitaliser sur ce que vont remonter les algorithmes des ads, etc. Vous en servez? On s'en sert un peu, Ouais. mais les 100 produits, on a créé 100 fiches produits sur Shopify, Okay. si on va dans la technique. Alors maintenant, on a des fiches master vers lesquelles on va rediriger, mais ça crée plutôt des problèmes en SEO parce qu'on avait 100 fiches qui se ressemblaient beaucoup, parce que les caractéristiques techniques étaient les mêmes. Ce qui pouvait changer, c'était le prix, c'était la photo, c'était la définition des défauts ou de tout ce qui était vraiment spécifique à la machine, mais c'était plutôt 10% de la page, alors que les 90%, ils étaient standardisés. Donc on essaye plutôt d'avoir des pages piliers maintenant par modèle et un référentiel produit qui est robuste. Ok. Tu arrives à faire un lien commun entre les produits, même si tu dis qu'en effet, le produit que vous avez le plus vendu, c'est peut-être 0,5% de vos ventes. Est-ce que sur les produits que vous voyez en récurrence, peut-être certaines marques, un lien entre eux, c'est-à-dire c'est plus facile pour vous de les réparer, donc ils ont une maintenance qui est plus simple, sur laquelle vous pouvez les vendre moins cher, etc. Ou c'est vraiment le produit, c'est-à-dire n'importe quoi, un modèle de lave-linge Samsung qui était très connu et que vous vendez à 30% moins cher. Est-ce que c'est ça qui fait la vente, ou c'est plutôt en effet le fait que vous puissiez proposer un prix canon parce que vous avez réparé plus vite et de façon plus sécurisée les produits? Vous faites un lien entre tout ça? Alors, en fait, on n'a pas complètement la main sur le sourcing. Donc, je vais parler un peu du sourcing, de d'où viennent les machines. Donc, nous, notre sourcing, il est très majoritairement B2B. C'est-à-dire qu'on travaille avec des distributeurs de gros électroménagers, on travaille avec des marques, on travaille avec des transporteurs, avec des logisticiens, avec des personnes qui collectent du déchet. Donc ça, c'est tous les acteurs B2B, 15 millions d'appareils vendus par an. En fait, il y a beaucoup de gens qui vendent des machines. Il y a les cuisinistes également. Elles peuvent venir soit, c'est très rare, des fins de série, des produits invendus, des magasins, mais ça, c'est plutôt bien structuré parce que des personnes qui vendent des produits à prix cassé, il y a quand même des soldeurs, il y a des gens qui savent se positionner. On en a quand même parfois. Il y a des machines qui ont été abîmées pendant le transport, donc le frigo a été rayé ou poqué pendant le transport, le client le refuse. Ça sort du circuit traditionnel. Ça peut être des machines, quand on les a branchées, il y a une panne, elle n'a pas fonctionné. Ou un petit peu plus tard, en fait, le produit est tombé en panne, ça finit dans un service SAV et on les récupère. Et la grosse majorité, c'est quand même nous le déchet. Donc ça vient beaucoup de, quand tu achètes une nouvelle machine, on récupère l'ancienne machine et celle-là, elle peut encore être fonctionnelle. En fait, tu changes ta cuisine, ton frigo en inox, il va plus. Maintenant, tu veux un joli frigo en Castra pour poser tes portes dessus. Il sort et ça se trouve, il marche encore. Ou il n'a pas été très bien entretenu, mais ça marche encore. Donc parfois, ça peut être des pannes bénignes. Parfois, ça peut être des pannes un peu plus lourdes. Donc ça, c'est le grosse partie de nos flux. Et c'est ce qui finit au recyclage pour être broyé pour la tôle. Et donc, nous, c'est ça notre cœur de métier. C'est ça qui est difficile et c'est ça que peu de personnes font. Très cool. En discutant aussi avant, pour préparer cette interview, tu mentionnais que la moitié de vos commandes arrivaient dans un contexte de panne. Comment ça s'explique ? Déjà, pourquoi particulièrement, enfin une grosse partie des gens, ils ont une panne et ils vont directement chez vous. Et aussi, est-ce que vous avez une façon de vous adresser à eux, ou en tout cas une stratégie pour les adresser spécifiquement eux ? Je vais dire une connerie, mais c'est juste pour qu'on comprenne. En gros, on arrive sur le site et c'est en gros, vous avez une panne avec votre lave-linge, c'est là qu'il faut être. Est-ce que vous avez une stratégie par rapport à ça et comment tu l'expliques ? Écoute, on n'a pas développé aujourd'hui de landing page par use case exactement. Mais ce qu'on constate sur le marché, c'est sur les 15 millions d'appareils qui sont vendus tous les ans en France, il y en a la moitié qui sont directement liés à un appareil qui tombe en panne. Okay. Et donc, on est quand même donc ça, c'est pas spécifique à vous. C'est pas spécifique à nous, mais c'est ce qu'on constate à la fois chez nos clients, et on vient de faire une étude pour comprendre comment les gens achetaient de l'électroménager et la perception du gros électroménager en France, et donc du gros électroménager reconditionné. Donc la panne est un gros facteur d'achat. Il y a aussi la notion d'équipement. Je viens d'avoir un enfant, je veux acheter mon premier sèche-linge, ou j'ai mon premier salaire, maintenant je vais m'acheter un joli four, etc. Parce que ce pas des équipements qu'on a forcément. Et puis il peut y avoir l'envie de changer parce que je refais ma cuisine, etc. Donc
tout ça fait pas mal de cas, mais le gros, c'est quand même la panne. Et la panne, elle est assez particulière par rapport au reste, parce que quand ton frigo ou ton lave-linge tombe en panne, il faut souvent en retrouver un très rapidement. Et donc, ce que dit l'enquête, c'est que les Français, dans 40% des cas, ils achètent dans la semaine entre le moment où ils ont leurs besoins et l'achat. Alors qu'on parle d'un produit qui est quand même plutôt onéreux. La moyenne en France, c'est plutôt 600 € en moyenne l'appareil, du lave-linge au frigo, avec beaucoup de variances. Donc on n'est pas de landing page dédié, mais ça amène une partie des achats qui sont très rapides, alors que quand on va acheter son premier sèche-linge, on peut attendre parfois 1 mois ou 2 pour pouvoir l'acheter, vraiment comparer. Donc il faut être capable d'adresser des clients différents. Ça, on le fait beaucoup sur le contenu et sur notre blog, pour avoir du contenu éducationnel, pour t'aider à trouver quels sont les critères quand j'achète un sèche-linge, qu'est-ce qui est important pour moi. Et puis on travaille aussi, en fait, si j'ai une panne, donc on a du contenu sur les codes erreurs, sur mon lave-vaisselle fuit, qu'est-ce que ça peut être. Tout ce contenu-là qui en fait peut amener par un billard à 3 bandes à un achat d'électroménager, donc aider le client, et s'il n'arrive pas à réparer, il pourra venir chez nous. Vous récupérez aussi justement chez les personnes chez qui vous revendez des produits d'électroménager. Je ne vais pas dire de bêtises, mais j'ai pas vu de gros encarts sur le site qui disaient vous avez un produit cassé, revendez-le nous. Si c'est présent. Alors on fait peu de rachats. On l'a lancé à Nantes, mais en revanche on récupère beaucoup. Lorsque tu commandes un produit, on va récupérer l'ancien. Il y a déjà cette valorisation du service, parce que en fait, tu as ton ancien frigo, tu n'as peut-être pas envie de te faire la corvée déchetterie pour aller le déposer. Et ensuite, nous, ça nous fait du sourcing. Donc ça, c'est une partie de notre sourcing. Okay. Et c'est du sourcing pour pouvoir reconditionner les produits ou juste récupérer des pièces la plupart du temps? C'est pour reconditionner les produits, on les fait rentrer dans le schéma de reconditionnement chez nous. Ça marche. On en parlait tout à l'heure, ça a un petit peu changé depuis vos débuts. Au début, vous êtes lancé directement avec principalement de l'ADS. Est-ce que tu peux nous expliquer c'était quoi la stratégie d'investissement au début sur les ads? Vous aviez ciblé quoi? Plutôt Meta, plutôt Google? Est-ce que vous êtes parti sur de la relation presse? Sinon, pourquoi, etc., etc. C'était quoi la stratégie d'acquisition au tout début? Vous n'êtes pas connu, personne ne sait qui c'est Underdog. Vous commencez avec quoi? Au début, il faut mettre de l'essence dans le moteur. Donc, on est allé sur les ads. On s'est vraiment positionné sur tout ce qui est bottom of funnel, donc des personnes très intentionnistes avec des ads Google, du search, du shopping. On a longtemps testé, et à plusieurs reprises, de se positionner un petit peu plus haut avec des ads méta, sans grand succès jusqu'à aujourd'hui. L'explication qu'on en tire, c'est que c'est assez difficile de déclencher un besoin sur notre marché. Ouais. Donc même si on faisait la meilleure ads sur Meta, si ton lave-vaisselle n'est pas en panne ou si tu n'as pas décidé de t'en acheter un, c'est pas forcément ça qui va te déclencher l'envie d'en acheter. On a des produits qui sont quand même plutôt utilitaires. Ouais. Voilà. Après, on a dès le début misé très fort sur le SEO et mis beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 100 000 visites sur notre blog. Et sur la partie e-commerce du site, entre 10 et 20 000 visites par mois. Donc c'est une partie importante. Je pense qu'on a bien fait d'investir dessus. On a également fait des relations presse. Okay. Puis après, il y a le bouche à oreille, un peu de CRM, quelques clients qui reviennent. Donc ça, c'est évidemment beaucoup plus long cours, parce que tu plantes des graines aujourd'hui qui doivent payer plus tard. Vous faites beaucoup de relations, enfin vous avez fait un peu de relations presse, tu le disais. Toi, tu es très présent sur cette partie justement e-commerce, tu interviens sur des conférences, tu es dans certains podcasts, notamment ici. Claire aussi est assez présente, on la voit beaucoup, elle est très influente sur les réseaux, notamment LinkedIn. Est-ce que cette stratégie un peu de communication entre cofondateurs, elle était définie dès le début ou ça s'est fait naturellement? Et la question surtout qu'on se pose, c'est est-ce que vous en voyez aussi des effets bénéfiques et est-ce que vous avez un peu fait un constat de ça nous permet d'obtenir telle part de chiffre d'affaires grâce aux communications qu'on fait? Enfin, en gros, vous sentez que ça a un impact? Je pense que là où on voit un impact, c'est sur des ventes en local. Donc la région nantaise, le 44, donc là où on est basé, c'est à peu près 10% de nos ventes, alors que c'est plutôt 2% de la population. Donc on est surreprésenté, mais de par notre présence, de par le fait qu'aujourd'hui on a 65 collaborateurs qui parlent de nous. Donc ça nous aide, et je pense que la prise de parole sur les réseaux, ça joue aussi. On ne l'avait pas théorisé,
mais je pense que c'est quelque chose avec lequel on est assez à l'aise. Moi, pour plutôt parler de mon expérience, et Claire, je pense, est très forte pour prendre la parole en public et pour aller sur les conférences. Elle est très présente sur LinkedIn. Et Ouais. c'est sûr que ça nous aide. Ça nous aide probablement un peu en B2C. C'est très dur à calculer. Je peux calculer le ROI de mes ads. Je peux calculer un peu plus difficilement l'impact de mes articles de blog. Mais mesurer les ventes qu'on génère via LinkedIn, très difficile. En revanche, ça nous aide aussi en B2B parce que forcément, on a la visibilité. Ouais, et je pense ce qu'on entend de certains partenaires, c'est que y a des gens que ça attire et qui ont envie d'échanger avec nous et d'explorer des partenariats. Donc ça nous aide là-dessus. Très cool. Ma question d'avant, c'était sur les Google Ads. Tu parlais du SEO. C'est quelque chose que je n'avais pas forcément spoté avant de préparer cette interview, mais on en a parlé tout à l'heure. Tu m'as dit le SEO, il est très fort sur notre blog, puisque c'est 100 000 visites sur 150. Comment vous le travaillez, ce SEO, aujourd'hui? Évidemment, aujourd'hui, il y a l'IA. Est-ce que vous servez de ça pour générer du contenu de blog? Et est-ce que vous avez calculé justement la conversion que vous générez au travers de ce blog-là sur un article qui va expliquer comment réparer son lave-linge et hop, on bascule. Voilà, votre stratégie SEO, comment elle est composée aujourd'hui et comment vous arrivez à l'automatiser et à créer beaucoup de contenu, parce que pour avoir que ce soit 2/3 de votre trafic, c'est que vous avez dû bien le travailler, quoi. Déjà, on a commencé dès le début. Okay. Donc aujourd'hui, on a à peu près 600 articles de blog. Il y en a qui génèrent plusieurs milliers de vues par mois. Il y en a qui génèrent soit 0, soit quelques vues. Donc nous, notre approche, elle a été au début, je ne vais pas dire naïve, mais en tout cas de dire on ne sait pas ce qui va marcher. Donc on va tester certaines choses et on va tester plutôt des clusters d'articles pour voir si ça mord et comment est-ce que ça répond. Donc dès qu'on voit que quelque chose fonctionne, on se dit ça marche et puis on y va à fond. C'est très théorique, mais en fait il faut se doter d'une capacité de production qui est importante. Évidemment, l'IA est arrivée, elle nous aide pour la recherche de données, elle nous aide pour la rédaction. Mais on a toujours beaucoup d'humains dans la rédaction et la relecture des contenus. Là, on explore de plus en plus avec l'arrivée des agents comment est-ce qu'on peut faire des meilleurs articles qui arrivent à donner plus de valeur à nos clients et à nos lecteurs, tout en gardant cette patte. Parce qu'effectivement, n'importe qui demain peut envoyer un prompt ChatGPT, déployer 1000 articles de blog. On essaye d'élever le niveau de qualité et de profiter aussi de nos données internes sur la réparabilité, sur les échanges qu'on a qualitatifs avec nos techniciens qui connaissent super mal les machines. Donc on a nos données internes et ça, on essaie de les mobiliser. Comment vous collectez ça? C'est-à-dire, par exemple, quand une machine arrive et qu'elle a tel problème, c'est collecté informatiquement pour pouvoir le récupérer et que toi, tu puisses le retravailler aussi d'un point de vue marketing après derrière. Vous allez jusque-là parce que c'est hyper intéressant justement ce cercle un peu vertueux de on a une info, on la récupère, on améliore ce qu'on vient présenter après derrière, et notamment sur les articles de blog, mais aussi, j'imagine, dans la présentation des produits. On parlait tout à l'heure, je parlais des problèmes de dimension que j'avais avec mes machines à laver. Est-ce que c'est cette information-là que tu vas mettre plus en avant qu'une autre, etc. Ça, t'arrives à le retravailler et à changer régulièrement justement ça sur le site pour pouvoir le faire évoluer? Alors sur le site, on a tellement de choses qu'on teste et qu'on a envie de lancer. On parlait pas mal tout à l'heure de toute l'expérience de discovery produit, de la mise en avant de ce qui est vraiment important, de comprendre le besoin, parce qu'il est différent d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui savent très bien, je veux la même chose que ce que j'avais avant. Je veux un lave-linge Hublot 8 kg de marque Bosch. Bon, là, je sais exactement ce que je veux. L'expérience classique e-commerce, je mets mes filtres, j'ai les 3, 5, 10 produits qui collent et je prends celui qui me correspond. Allez, c'est parti. En fait, il y a plein de gens qui comprennent rien au mot que je viens d'utiliser là, un lave-linge Hublot, 8 kg, pourquoi Bosch, pourquoi pas autre chose. Donc ça, on travaille sur comment bien mettre en avant ce qui est important et puis surtout tester des modes de vente un petit peu différents. Et ensuite, cette information-là, elle est hyper... l'information de la réparabilité, l'expertise des techniciens, le type de panne qu'on rencontre, ça, on travaille à le mobiliser pour aider les techniciens juniors à avoir cette information-là, pour le mobiliser sur les articles de blog. Et également, lorsqu'on fait des achats, c'est-à-dire que quand on rachète des lots, parfois on connaît le listing de l'eau, on sait, on reçoit typiquement un fichier Excel, il y a 80 lignes et chaque ligne on sait quel produit c'est. En fait, on sait que celui-là on va plus ou moins le réparer, donc ça on peut le mobiliser pour dire ça, en fait, s'il y a 30% de chances que je le répare, je vais le payer moins cher ou je vais faire une offre moins chère que ce produit-là dont je sais qu'il se vend très vite. Je sais que je vais le vendre à tel prix et je sais que je vais le réparer. Ok, ça marche.
Alors, acheter du reconditionné, tout le monde, on a parlé juste avant l'interview de la cible, et en effet, c'est des personnes qui sont assez sensibles à la question écologique, etc. J'imagine que c'est en train de s'étendre de plus en plus. Pour autant, je pense qu'il y a une grosse partie de la population encore qui a un frein à racheter du conditionné. Ils se disent ah ouais, mais non, si ça se casse, etc. Alors, c'est peut-être pas ça, mais c'est quoi pour toi le plus gros frein à l'achat sur votre site et comment vous arrivez à l'adresser, comment vous arrivez à rassurer, qu'est-ce que vous mettez en place pour pouvoir y répondre? C'est une super question. C'est la question qu'on se pose évidemment tous les jours quand on regarde le site. Donc je te parlais de l'étude qu'on vient de faire. Aujourd'hui, 40% des Français déclarent que pour leur prochain achat d'électroménager, ils vont envisager un achat reconditionné. Donc ça, c'est déjà un signe qui est hyper fort que c'est en train de changer. Quand tu leur demandes sur les derniers achats qu'ils ont faits, est-ce qu'ils l'ont regardé, c'est 11%. Donc en fait, la vague, elle est en train d'arriver et il n'y a aucun doute que le reconditionné va pousser. Il faut investir chez vous maintenant, quoi. Exactement. Et donc à côté de ça, donc ça, c'est top, ça veut dire qu'il y a un marché qui va pousser. Le pourquoi, il y a évidemment un enjeu économique et il y a aussi l'enjeu écologique. L'économique, on passera pas à côté. C'est un enjeu avec la situation actuelle dans le pays. Les gens vont faire attention. Je pense qu'il y a un petit peu d'inquiétude à ce sujet et c'est complètement normal. Donc ça, on le couvre, je pense, plutôt bien. La partie écologique, elle est hyper évidente. Mais en revanche, ma conviction, c'est que les gens cherchent pas. Il y a certaines personnes qui veulent absolument du neuf. C'est peut-être le cas de 60% des Français qui n'envisageraient même pas le reconditionner. C'est OK. Mais bon, si on pense à 40%, ça fait quand même 6 millions d'appareils vendus par an pour un prix moyen de 600 €. Donc on est quand même sur un très gros marché qui reste. Il reste 2,5 milliards. Donc c'est quand même un gâteau assez gros pour pouvoir jouer. Et donc ces personnes-là, comment est-ce qu'on répond le mieux à leurs besoins? Et je ne pense pas que les gens veulent un lave-linge reconditionné. Ils veulent un lave-linge. Et après, le reconditionné doit être une option comme une autre. C'est plutôt la cerise sur le gâteau parce qu'en plus c'est bon pour mon porte-monnaie, c'est bon pour l'écologie, mais en fait c'est aussi fiable, ça a été fait en France, il y a plein de critères factuels qui peuvent t'aider à sauter le cap. Et donc nous on travaille sur toute cette réassurance. C'est vrai qu'en face de nous, quand on achète, il y a deux gros mastodontes que sont Darty et Boulanger qui eux font une grosse partie du volume. Il y a aussi d'autres très gros qui vendent beaucoup d'électroménagers. Donc c'est comment est-ce que j'ai autant de confiance à la fois dans le reconditionné et dans Underdog que dans d'autres acteurs plus traditionnels. Au début de la boîte, j'imagine que vous gériez les cofondateurs, sans doute le SAV peut-être en direct, je sais pas, tu vas me dire. Ce que j'aimerais comprendre, c'est quelles sont les choses que vous avez apprises pendant cette phase-là? C'est-à-dire que comme vous étiez beaucoup plus en contact avec les clients que ce que vous êtes aujourd'hui, même si j'imagine que vous êtes encore un petit peu pour justement comprendre comment les clients réagissent face aux freins, justement, dont on vient de parler. Est-ce que tu as un moment où tu te souviens d'un truc où tu as eu un retour client où tu t'es dit « Ah putain, faut qu'on fasse gaffe à ça, ça, ça » Enfin voilà, est-ce que tu as un truc qui te vient comme ça en tête? J'en ai plein. Donc effectivement, au début, on a fait le SAV nous-mêmes. Alors nous, cofondateurs, mais aussi l'équipe. On a ouvert en 2024. On a ouvert un magasin dans notre centre de reconditionnement. Et alors ça, c'était une mine d'or. Parce que là, tu parles avec les clients. Et donc là, des exemples de choses que j'entendais de la part d'un client. Et tu dis, en fait, c'est évident. Et donc, tu peux l'appliquer directement sur le site. Donc moi, je suis assez obsédé par le fait de parler aux clients et d'avoir de l'info. Vous voulez pas ouvrir un magasin Underdog à Nantes, là? Ça serait cool. Eh ben, on réfléchit à rouvrir ce pop-up que c'était dans l'atelier de reconditionnement. Donc, il y avait une part de montrer aussi ce qu'on faisait. C'est-à-dire que tu rentrais, tu voyais les techniciens, tu voyais les machines, donc voilà, tu voyais des gens. 60% des gens aujourd'hui, ils achètent en magasin encore aujourd'hui. Donc, je suis très obsédé par comment est-ce qu'on apporte cette dimension de conseil et rapporter de l'humain partout en France. On peut le faire à Nantes parce qu'on est là, mais comment est-ce que quelqu'un qui achète à Marseille, même à Angers, à Strasbourg, voilà. Et on avait parfois des gens qui faisaient 1h30 de route pour venir au magasin Underdog pour aller chercher leurs produits et aussi nous rencontrer. Donc ça, c'était hyper puissant. Moi, je suis obsédé par ça. Je peux te donner un exemple. J'avais une dame qui était venue et dit je cherche un frigo. Ok, génial. Écoutez, qu'est-ce qui est important pour vous? Je dis moi, c'est important que le congélateur il soit en bas
comme mon congélateur aujourd'hui. Donc là, tu vas sur ta page collection, tu mets les filtres, tu fais Il n'y a pas. OK, il n'y a pas le filtre. Donc là, tu dois scroller, regarder les photos et voir quel est le compartiment le plus petit, qui est en général celui du congélateur. Tu dis, en fait, ça va pas du tout. Le lendemain, tu as mis le filtre sur le site et tu te bats pour que tes fiches produits, elles aient cette info-là. Donc ça, on en avait plein. Maintenant, on regarde aussi des solutions plus scalables. Donc cette semaine, on a branché un MCP Gorgias pour pouvoir requêter les données Gorgias de manière qualitative. Ça, c'est un autre exemple beaucoup plus scalable. On travaille sur un assistant de shopping IA qui doit pouvoir nous donner des informations at scale. On fait régulièrement des focus group clients pour prendre du feedback sur le site, mais comprendre leur comportement d'achat. On a lancé cette étude, on fait des appels de panier abandonné. Donc ça, juste pour parler avec des clients et comprendre qu'est-ce qu'ils ne voient pas sur notre site, pourquoi est-ce qu'ils n'achètent pas, de quoi est-ce qu'ils ont peur, quelles sont les questions qui se posent. Ça, c'est critique de le faire parce qu'on est sur un marché qui est un très gros marché et il y a des gens qui ont des besoins. Tu ne peux pas te dire c'est comme ça. Et on se pose la question sur le mode de livraison. On se dit, nous, on livre plus rapidement si on livre en bas de chez toi. C'est plus rapide et c'est moins cher, mais c'est livré en bas de chez toi. Donc, c'est toi qui vas l'installer et le brancher. On dit, on pourrait faire que ça. Sauf qu'il y a 50% des gens, ils veulent absolument que ce soit livré et installé. Tu dis, en fait, je peux faire que ça. Non, mais ça va être plus cher et plus lent. En fait, tu es obligé de proposer les deux. Donc, parfois, en tant qu'entrepreneur, tu veux faire un choix qui est très focus en disant, je veux faire ce choix-là parce que c'est ce que mon client veut. En fait, quand tu es sur un marché qui touche tous les Français, tu dois parfois jongler avec plusieurs types d'achats, plusieurs critères. Ouais, pas forcément les mettre sur ton site, même si ça a été demandé par une personne, c'est pas représentatif de l'ensemble. Et justement, tu parlais de faire beaucoup de changements sur le site. Est-ce que tu pilotes un peu, j'imagine, mais vraiment de façon assez fine, la conversion sur ton site en fonction des changements que tu fais? Tu vois, tu parlais de l'exemple, c'est un peu trop précis, mais pour donner l'exemple du compartiment congélateur. Est-ce que lorsque tu mets ce changement, tu pilotes et tu dis ok, ça a eu un impact sur ma conversion, comment tu la regardes, comment elle évolue, est-ce que c'est un A/B test peut-être, tu fais peut-être des A/B tests aussi en mise en place sur le site? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu pilotes ça? Ça peut intéresser aussi pas mal de personnes de savoir côté CRO, comment vous travaillez ces éléments-là, quoi. Ouais, c'est évidemment une très bonne question qu'on se pose tous. On fait un chiffre d'affaires qui est plutôt conséquent. On fait plusieurs millions d'euros. On fait entre 5 et 10 millions d'euros cette année. Mais on vend des produits qui sont assez chers. Donc, on a des volumes de conversion qui restent assez faibles. Donc, c'est toujours assez difficile de voir des gros changements en termes de taux de conversion. On a réussi à le faire quand on a fait des A/B tests sur des points qui impactent vraiment l'ajout au panier. Donc, on a changé la manière dont on affiche le prix et la promo. Et là, on a eu un retour d'A/B test qui était très positif. Mais sur d'autres, souvent, c'est assez difficile d'avoir des informations qui sont significatives statistiquement. Ouais. Tu peux regarder les taux de clics, tu vois, typiquement, pour regarder... Juste pour faire une petite parenthèse, on fait beaucoup, nous, d'A/B test sur la partie menu parce que c'est quelque chose qui, de facto, est très utilisé, même par ceux qui ne vont pas acheter. Et donc, ça te permet statistiquement d'avoir des A/B tests qui sont très, très représentatifs et assez performants, évidemment, quand il y a des changements qui sont positifs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut très vite se faire une idée de est-ce que ce changement a été positif ou pas. Et il y a évidemment la conversion, si ça l'est, si c'est significatif, tant mieux. La LTV, c'est un peu particulier sur les électroménagers, mais le panier moyen, mais aussi le taux de clic. Tu vois, si on voit que les gens ont plus cliqué sur ton menu avec le changement de ton menu, c'est que finalement ils ont été à l'étape d'après et qu'ils n'ont pas de churn sur le site, quoi. Ça, je pense qu'on le fait moins en termes d'A/B test que d'analyse de session et de regarder des heatmaps. Quand tu regardes l'ordre de tes catégories sur ton menu, c'est un super exemple. En fait, ma 3e catégorie, c'est la 5e en taux de clic. Mais en fait, je vais changer l'ordre parce que je veux que ça aille dans l'ordre de mes clients. Donc ça, on le fait régulièrement parce que là, tu vois des changements directs. Mais je te conseille de faire des A/B tests, tu verras, c'est assez édifiant. On va faire ça. Avec tous les clients qu'on accompagne en CRO, désormais, très rapidement, alors la fiche produit, on le fait rapidement parce que les gens nous le demandent, ils disent on veut A/B tester la fiche produit, mais si on peut caler le menu genre en première, en deuxième position, on le fait parce qu'en fait, on voit l'impact est très fort. Donc voilà, petit conseil au passage. Canon, je prends. On va parler un peu d'IA, on en a un peu parlé sur la partie blog. Là, l'idée, c'est de comprendre comment vous servez l'IA en règle générale. J'ai cru comprendre que
vous essayez de tester un petit peu, de faire des petites apps en interne aussi chez vous. C'est un peu l'échange que tu as eu avec Alan aussi il y a quelques jours pour parler de ça. Donc en dehors de cette partie blog, en effet, vous servez de l'IA un peu pour vous aider. Est-ce qu'aujourd'hui l'IA est rentrée dans vos process et à quel niveau actuellement, et notamment sur la partie e-commerce, puisque c'est ce qui nous intéresse particulièrement, mais voilà. Alors en 2 mots, on utilise beaucoup l'IA. Donc, on a une équipe de développeurs qui utilisent l'IA pour les accompagner au quotidien. C'est évidemment un changement et une opportunité canon sur leur métier et la manière dont ils le font. Donc c'est intégré dans des workflows d'analyse de bugs, etc. On l'utilise beaucoup sur une partie plus vibe coding d'interface interne. On fait des choses qui sont assez poussées. On parlait tout à l'heure de la reprise et du rachat d'électroménager. On a lancé une plateforme, ça nous a permis de lancer une plateforme extrêmement rapidement qui était user-facing pour pouvoir se faire racheter ou récupérer son ancien électroménager à Nantes. On l'utilise sur des choses assez poussées de reconnaissance de machines. Ça, c'est beaucoup de choses qui sont en ops, en collecte de données et en back. Là où on l'utilise beaucoup sur ce qui va nous intéresser, on va faire du prototypage. Donc j'ai mentionné tout à l'heure l'assistant IA, c'est quelque chose sur lequel on bosse pour avoir des mock-ups, des inspirations et pour pouvoir tester, le brancher sur notre base de données. Donc ça nous aide beaucoup. Ça nous aide aussi à briefer l'équipe tech en disant en fait on veut ça sur le Shopify. Parfois des petites sections on peut les faire full IA. Maintenant on fait plutôt le choix d'avoir un site qui reste owné par l'équipe tech, parce qu'on a une personne qui est spécialisée en front et qui fait un boulot de dingue, qui permet de garder cette harmonie et garder cette ownership, mais ça l'aide à aller beaucoup plus vite. Et nous, ça nous permet de tester, d'avoir des demandes qui sont assez précises et qu'on a pu déjà mettre devant les clients. Et le deuxième point, c'est qu'on l'utilise beaucoup sur la partie analyse de données. Donc on a déployé depuis quelques semaines plusieurs MCP qui sont branchés sur Google Ads, Google Analytics, Gorgias, Google Search Console pour pouvoir faire des requêtes en langage naturel, que tout le monde dans l'équipe ne fait pas de SQL, peut être un peu bloqué dans toutes ces plateformes-là. Et ça, c'est franchement impressionnant et bluffant, ce qu'on arrive à sortir comme analyse. Je pense qu'il y a beaucoup de tes auditeurs qui s'arrachent les cheveux sur Google Analytics en disant « mais je suis incapable de rien que sortir le nombre de sessions par page sur cette interface, c'est le bout du monde. Quand on branche son MCP, on lui pose des questions et ça sort instantanément. C'est bluffant. » Et c'est quoi la plateforme d'IA dont vous servez pour justement faire ces requêtes-là ? Alors, on fait 2 tests en ce moment. On teste directement branché sur Claude ou via Dust. Et comme je le déploie pour l'équipe, donc moi je m'occupe de la tech et du marketing chez Underdog, et donc la data est pas mal au centre de ces enjeux-là. Je trouve que Dust est quand même très bien fait pour ces enjeux-là, parce que ça permet de garder la main sur les MCP, sur les droits, sur la création d'agents, et je pense que c'est plutôt la plateforme qu'on va privilégier. On est en train de tester Dust aussi en ce moment pour l'anecdote. Mais Claude, ça fait longtemps qu'on s'en sert et c'est devenu un outil très central. Mais ok, écoute, merci pour ces réponses. Tu as déjà un peu répondu, mais comment tu vois l'évolution justement du site, du e-commerce en ligne avec l'IA? Alors il y a des réponses assez évidentes, mais tout à l'heure on en a parlé un peu en off. Tu avais déjà un peu une vision, j'ai l'impression, déjà assez arrêtée sur ce que ça allait être. Enfin, c'est arrêté. En tout cas, tu avais des idées. J'espère que j'ai pas une vision arrêtée. Non, pas arrêtée, mais tu avais des idées, pardon. Je m'exprime mal. En fait, mais je pars du principe que je sais pas ce qui va se passer. En revanche, j'ai des idées et il faut qu'on se donne les moyens de les tester rapidement. C'est vraiment comme ça que j'aborde le sujet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Je pense que jusqu'à récemment, il y a eu des expériences d'achat en e-commerce qui ont été assez linéaires. On arrive sur une home page. On va sur la page collection, on trie, on filtre, on trouve les produits. Peut-être qu'on ouvre 2 onglets pour les comparer ou qu'il y a un comparateur. Et puis là, on achète le produit. On voit que ce qui se passe, il y a des modes de consultation de l'information qui sont vachement en train de changer avec l'émergence de ChatGPT, de tous les autres chatbots. Eux vont vouloir leur part du gâteau à s'intégrer. On voit qu'ils ont des velléités de mettre des ads dans Google, dans ChatGPT. Donc ça a beaucoup fait parler. Ils veulent, et Google notamment est déjà très en avance sur toute l'expérience de shopper. Ils ont accès à une donnée produit de dingue avec Google Merchant et avec Google. Donc, tout le monde veut cette donnée produit et j'ai l'impression qu'ils vont vouloir
quasiment effacer le site web de l'équation. Mais peut-être que ça marchera pour certains, peut-être que ça marchera pas pour d'autres. Je pense que l'expérience d'achat linéaire, elle va rester. Je pense qu'il y a des gens qui feront confiance aveuglément à ChatGPT pour pouvoir choisir leurs produits. Peut-être que ça leur suffira. Et du coup, la vente sera juste un call API à Shopify. On voit que Shopify, Stripe ont aussi fait ces avancées-là. Donc, on va voir ce qui se passe. Je pense quand même quand on a une marque et une proposition de valeur, en fait, c'est assez inquiétant de se dire que tout ça, ça va s'effacer. Et je pense qu'il y a des gens qui ont quand même besoin de cette confiance, qui ont besoin de sentir le produit, de vouloir comparer. En tout cas, sur notre marché, c'est une certitude et c'est valable sur plein d'autres marchés. On a vu, je partage ça parce que la news est sortie il y a 1 ou 2 semaines, que Google avait déposé un brevet pour générer des landing pages par IA s'ils considèrent que ta landing page n'est pas assez performante. Donc potentiellement, ils prennent les couleurs de ton site, le contenu qui est, ils régénèrent une landing page parce qu'ils disent en fait, moi, je saurais faire mieux. Déjà, PMax, c'était un peu une boîte noire. Performance Max, qui est le nouveau qui a quelques années maintenant. On ne sait pas exactement où va l'argent. Oui. Là, si maintenant, ils recréent ton site web, en fait, on peut se poser la question de quelle est la valeur. Donc, je pense qu'il y aura des initiatives comme celle-ci. Il continuera de l'avoir l'achat linéaire, mais ça permet de tester des nouvelles choses. Le chiffre que j'entendais, c'est que Rufus, qui est l'assistant d'Amazon, il y a des bulles de questions proposées, on peut lui poser des questions pour parler avec la fiche produit. Ils ont estimé que l'année dernière, ça a généré 10 milliards de dollars de CA incrémental, un chiffre qui est incroyable. C'est pas beaucoup pour eux. C'est pas beaucoup pour eux. Mais en tout cas, il y a des personnes qui vont avoir cette expérience-là. Je pense qu'il y a des choses en termes d'expérience client qu'on peut réinventer dans le choix de son produit et qu'on va faire confiance. Qu'on va faire confiance à un vendeur. Nous, 60% des gens, une fois de plus, ils vont acheter en magasin, notamment pour le conseil. Je pense que l'IA, elle peut amener cette phase de personnalisation et de conseil qui était très très difficile à faire de manière statique auparavant. Ouais. Merci en tout cas pour ta réponse, ça m'a donné plein d'idées. Je réfléchissais en même temps que tu parlais, j'ai envie de me faire une petite to-do là. Jusqu'à 19h, on a le temps pour brainstormer. Alors on n'ira pas jusqu'à 19h parce qu'on va arriver à la fin de l'interview, mais j'ai encore pas mal de questions. C'est juste que c'est des questions avec des réponses un peu plus courtes. C'est un peu plus sur la partie conseils et ressources que tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent. Première question. C'est quoi ta meilleure source de veille en ce moment, là où tu vas chercher des informations, par exemple celle que tu viens de nous donner sur l'IA par exemple, où est-ce que tu as été les récupérer? Écoute, je passe beaucoup de temps sur YouTube. J'ai quelques newsletters, mais je trouve que YouTube c'est un format qui me va bien. Et t'as un gars ou une Non, une mais en femme fait sur, l'algorithme de YouTube est tellement fort que maintenant il pousse. Tu commences à regarder quelques vidéos sur Claude. Puis en fait, tu te retrouves à avoir plein et après tu tombes dans le rabbit hole à aller regarder des news. Après, j'ai deux trois newsletters, mais tu vois, comme ça, je pourrais peut-être même pas te les citer. te les citer. Si à un moment donné, avant la fin de cette interview, ça te revient, tu nous diras. C'est quoi le dernier post LinkedIn le plus intelligent que tu as vu? Je reviens juste sur ta question précédente, mais ce que je trouve, en fait, il y a beaucoup de contenu qui sort. Ouais. Moi, j'hésite pas à m'inscrire, en lire une ou deux. Si ça me va pas, je me désabonne. Et en fait, d'être plutôt en train de zapper en disant ça me va bien. Et du coup, je pense à une newsletter de Ruben. Je redonnerai le nom, tu pourras le mettre dans la description du podcast, qui je trouvais hyper intéressant et assez didactique. Le dernier post LinkedIn le plus intéressant que j'ai vu. Écoute, c'est pas forcément sur le e-commerce. Hein. C'est pas forcément sur le e-commerce. Je trouve qu'aujourd'hui, mon feed LinkedIn est pollué par énormément de news d'IA qui sont certes intéressantes, mais où ça se répète beaucoup. Ah ouais. Mais on a accueilli l'autre jour Underdog, on est entreprise à mission et donc assez nativement impliqué dans l'impact. Et donc, on a accueilli l'autre jour le mouvement Impact France, qui est un mouvement d'entreprise on va dire comparable au MEDEF, mais c'est pas le MEDEF parce que c'est pour des entreprises à impact et qui poussent pas seulement des sujets économiques, mais des sujets impact. Et donc, je trouvais que c'était une des belles rencontres. Il y avait des posts LinkedIn sympas qui en étaient sortis. Trop bien. C'est quoi ton outil favori all time? En ce moment, Claude. Alors, ça va peut-être être la même réponse. J'allais dire ton outil favori de la semaine dernière.
Parce qu'en ce moment, on en change très souvent, j'ai l'impression. Non, là, je suis addict à Claude. Ma femme commence presque à être jalouse du temps que je passe avec lui. J'ai eu une petite période la semaine dernière aussi où je suis resté bloqué toute une journée dessus. C'est quoi? Alors, c'est très large, mais ça m'intéresse d'avoir ta réponse. Qu'est-ce qui vous fait gagner le plus de chiffre d'affaires chez Underdog? Genre, si t'avais genre un truc, c'est genre ce truc-là, c'est que dalle, mais ça nous fait gagner beaucoup de sous. Oh, C'est une FAQ sur le site, tu vois, c'est... Non, je pense qu'on a fait un test. Je peux te partager les résultats, mais Ouais. on vend des produits assez chers. On affichait le pourcentage de réduction. Nous, on affiche Ouais. le prix du produit neuf et on affiche le prix chez nous. Et on affichait la différence en pourcentage. Et on a commencé à lire que ce qui comptait, c'était évidemment d'afficher un gros chiffre. Et comme on vend des produits chers, 20% de réduction sur un produit qui vend 600 € neuf, le 20% il paraît pas énorme alors que ça va faire 120 € de différence. Et donc on a fait le test d'afficher plutôt économiser 120 € plutôt que le moins 20% et on a fait 22% de conversion incrémentale. Très bien, c'est une très bonne réponse. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment dans l'aventure Underdog sur ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Ça c'est peut-être l'entrepreneur qui parle, mais tu as toujours envie d'aller plus vite. Donc je pense que à refaire, on irait plus vite sur les opérations. On a mis beaucoup de temps à lancer notre programme de formation et à former des techniciens, parce qu'on a essayé autre chose avant, recruter des techniciens expérimentés. Maintenant, on a un programme de formation. Il y a 30 personnes qui ont été formées, qui sont devenues techniciens électroménagers. Donc, j'aimerais qu'on aille plus vite sur ça. Et donc, ça aurait peut-être été plus vite pour ouvrir notre deuxième centre de reconditionnement, ce qui va arriver dans quelques mois. Très cool. Quel est ton pire moment vécu chez Underdog depuis ces 4 dernières années? 3-4 dernières années? Je pense que je sais pas si c'est le pire, mais c'était clairement le plus dur. On a fin 2024, début 2025, on a clôturé notre levée de fonds. Donc ça, en soi, c'était une très bonne nouvelle. On a fait une deuxième levée de fonds à cette occasion. Ça a juste été un moment qui était hyper dur parce que je suis quelqu'un d'assez intense sur le business et cette période-là, elle a nécessité pas mal de défocus pour se concentrer sur la levée de fonds. Donc beaucoup de travail à ce moment-là. L'impression de délaisser un petit peu les équipes et certains sujets parce qu'il fallait se focaliser sur ça. C'était évidemment un moment hyper important de l'entreprise. Et une fois que ça a été fait, de se rendre compte qu'il y avait plein de choses qui avaient changé. Donc pendant ces 6 mois-là, la taille de l'entreprise a doublé. On a recruté et formé énormément de monde. Et ce moment-là, il a été hyper dur parce que des choses que t'as laissé la main et on a peut-être été, en tout cas moi j'ai été un peu loin de certains sujets et donc c'était dur de revenir dedans. Tu te dis waouh, en fait ça peut-être qu'on n'aurait pas fait comme ça. Après on fait confiance aux gens et on apprend, mais cette période-là elle était assez difficile en plus d'être très intense en termes de travail. Justement, on en parlait tout à l'heure au lancement, il y a sans doute des personnes qui se sont dit en fait votre projet il est trop compliqué, ça marchera jamais. Est-ce que tu te souviens de l'argument qui t'a fait le plus douter quand on t'a dit que ça marchera jamais? Je pense que en fait on a l'impact qui est au cœur de notre proposition de valeur et donc on a parlé avec beaucoup de fonds d'investissement traditionnels. Les 3 fonds principaux qui ont investi chez nous ont cette notion d'impact au cœur de leur thèse d'investissement. Et donc on a vu beaucoup de gens qui, à mon avis, pouvaient venir avec leur vision personnelle, qui était en fait ça marchera pas à le reconditionner. Le neuf c'est super bien, le marché est pas assez large, etc. Les gens sont pas capables de le faire et donc en fait tant que t'as pas lancé, tu sais pas. Et on voit qu'aujourd'hui on fait des millions d'euros de chiffre d'affaires en vendant du reconditionné. Donc il y a un marché, il y a une envie. Et sans donner de chiffres, la marge entre guillemets, elle arrive à être confortable quand même, parce que comme vous rachetez des produits
que vous le réparez. Et tout à l'heure, j'ai cru comprendre que des fois, vous rachetiez des produits, mais en fait, vous ne pouviez pas les réparer. Donc vous avez aussi une part de pari un peu dedans. Vous arrivez quand même à maîtriser ça et vous arrivez quand même à avoir un peu de largesse dessus. Parce que c'est un peu la question qu'on se pose, tu vois, quand on dit ils vendent du reconditionné, j'ai n'importe quoi, si tu vends ta machine 400 €, on va dire hors taxe pour que ce soit plus clair, mais qu'elle t'a coûté 250 et que tu l'as réparé pour 100, il te reste que 50 €, tu as tes ads, etc. Est-ce que malgré tout, en fait, le modèle aussi, il est pérenne, tu vois? C'est évidemment la grosse question, c'est quelle est la taille. Aujourd'hui, on gagne de l'argent sur chaque machine qu'on vend, mais ce qu'il faut, c'est gagner un petit peu plus en continuant d'optimiser chacune des lignes de coûts. Il y a beaucoup de coûts. Il y a l'achat de la machine, il y a tout le travail humain. Tu mentionnais le chaos. On achète des machines qui sont non réparables. Parfois, on les a payées. Il y a le transport pour aller chez le client. Il y a les frais de paiement. Il y a Google. Il y a le packaging. Tout ça mis bout à bout, ça fait beaucoup de coûts. Donc, mais en même temps, ça fait beaucoup de lignes avec une opportunité d'économiser. Et donc, il faut qu'on arrive à générer plus de marge et à vendre plus. Mais le plan est là pour y arriver. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné, que tu as appliqué, qui a changé des choses chez toi? Alors, pas forcément chez Underdog, mais dans ta vie professionnelle. Est-ce que tu as un souvenir de ça? Donc, tu m'as dit au début que tu avais 2 questions avec lesquelles je me prépare, mais finalement, tu en avais quelques-unes sur ta manche. Exactement, j'en avais quelques-unes. Tu as le droit de réfléchir. Non, mais je pense que le truc, c'est d'aller vite et de tester. Donc, ça peut paraître hyper bateau, mais il vaut mieux lancer quelque chose en deux jours plutôt que de réfléchir 2 mois dessus, et on va apprendre beaucoup de choses en chemin. Et je pense que c'est toujours un enjeu quand on a beaucoup de métiers, quand on a beaucoup d'enjeux, de dire en fait, ça, c'est mon problème aujourd'hui. Je visualise mon flux, je visualise mon flux produit, je visualise mon flux client, et je dis en fait, là, j'ai un problème. Et c'est pas, je vais pas tout résoudre d'un coup. Mais en fait, là, je me rends compte que mes codes promo, ça représente une part trop importante de mon chiffre d'affaires. En fait, je deep dive sur ce sujet-là, et donc à la fin de la semaine, j'aurais mis en place des choses pour pouvoir rationaliser ce coût-là. Mon mix de transport, il est comme ça, c'est un problème. J'ai tel taux de panne. Je donne des exemples. Mon taux de conversion sur les frigos, il est 2 fois inférieur au lave-linge. En fait, pourquoi? Et donc, d'accepter de prendre des petits sujets et de les résoudre les uns après les autres, parce qu'à la fin, ça va résoudre quelque chose. Et donc, il y a rarement une solution magique où tu vas réfléchir pendant 3 mois et tu auras la solution parfaite, et puis après, ça sera terminé. Ouais. Faut tester, itérer et voir si ça fonctionne, quoi, rapidement. Et enfin, ma dernière question pour finir sur une note positive, j'aurai une toute dernière question, mais qui n'en est pas vraiment une, tu verras. C'est quoi le meilleur moment dans toute cette aventure Underdog que tu as vécu? Je pense qu'il y en a, je vais en dire 2. Le premier, je me souviens très bien du jour où on a expédié notre première machine et de la fierté de ce jour-là. Ça faisait déjà quelques semaines qu'on avait des techniciens, on était dans un entrepôt de 500 mètres carrés, on n'avait jamais réparé une machine, qu'on avait un premier technicien qui répare des machines, on les met en ligne, on crée le site. Là, tu lances. Et évidemment, il ne se passe rien, quoi. La première heure, tu lances le site, personne ne te connaît, personne ne te cherche. Tu lances tes ads, tu écris à l'agence, tu dis attends, mais pourquoi les ads là? J'ai cherché ça dans Google, ça se voit pas, etc. Et puis bim, tu as une commande qui tombe, et là, tu fais waouh, ok, c'est parti. Et tu as la première commande qui tombe, tu reçois la notification sur ton Shopify, sur ton téléphone, tu dis c'est dingue. Et là, la machine, tu l'emballes, il y a le transporteur qui vient et tu la vois partir à ce moment-là. C'était vraiment dingue. Maintenant, on remplit des camions tous les jours. Toujours, il y a 2 camions qui partent de chez nous pour aller livrer les clients. Donc, ça grossit et c'est génial. Mais la première machine, ça, je m'en souviendrai. Et je pense qu'il y a quelque chose. Tu l'as porté toi-même dans le camion, quoi. Et le deuxième, c'est, je pense qu'on a une culture d'entreprise qui est hyper forte et où on mélange. Il y a à la fois une partie des personnes qui est dans les bureaux avec des développeurs, des personnes en marketing, en supply, en opération, et il y a la majeure partie de l'entreprise, elle est en entrepôt. Et ça nous tient très à cœur que tout le monde se parle, tout le monde se comprenne et qu'on passe des moments ensemble qui nous ressemblent. Et quand on fait la soirée de Noël et on fait aussi une soirée d'été, en fait, on fait des choses hyper simples et c'est les meilleurs moments. On avait fait une première année, on avait fait ça dans un resto et puis on était assis et c'était génial.
Et en fait, pour la session d'été, on a fait ça sur le parking avec un barbecue et on a presque plus de remerciements. Le dernier Noël, on a fait une énorme raclette dans la cantine tous ensemble et ça, c'est des moments de dingue. Et écoute, merci pour toutes ces explications, tous les conseils que tu nous as donnés pendant toute cette interview, l'histoire d'Underdog, hyper cool. Si jamais les gens veulent te retrouver pour te poser des questions, postuler chez Underdog, j'en sais rien, ou t'acheter une machine à laver, comment ils font pour te retrouver, enfin où est-ce qu'on les envoie les personnes si tu veux les renseigner sur toi-même et sur Underdog? Bon, le mieux c'est sur LinkedIn, donc Mathieu Maure, et puis sinon underdog.shop pour votre prochain lave-linge ou frigo. C'est entendu. Écoute, merci beaucoup Mathieu, et puis très bonne soirée et à très vite. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.